Bon, ben bonjour à tous. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre petit à petit. Donc, on va parler du verrouillage optimiste et du verrouillage pessimiste. Quelles sont les deux techniques? On va beaucoup voir de petites choses, de rappel sur les transactions, notamment, et tout le tralala. Parce que je me perçois que souvent, c'est un sujet qui n'est pas très bien maîtrisé. Donc, c'est intéressant de se poser toutes ces questions, puis de savoir quel est l'intérêt du verrouillage optimiste, verrouillage pessimiste. Et donc, n'hésitez absolument pas, s'il y a la moindre difficulté, de me poser des questions. Alors, j'ai l'habitude de présenter le verrouillage optimiste et le verrouillage pessimiste de cette manière-là. Imaginez que vous avez des toilettes. Et vous avez des toilettes dans lesquelles vous êtes enfermé et vous posez un verrou. Comme ça, vous êtes tranquille. Et puis, vous avez parfois, ça a beaucoup existé, notamment en Union soviétique, ça existe encore dans un certain nombre de pays, notamment en Chine, vous avez des toilettes qui ne sont pas du tout fermées. Et qu'est-ce qui peut arriver? Vous êtes en train de couler votre bronze et manque de peau, un aveugle arrive et vous pisse dessus. Ça, c'est le verrouillage optimiste. Bonjour, nous sommes franchement dans la Allez, je continue sur mon sujet. Qu'est-ce qu'une transaction d'abord? Il faudrait se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une transaction. Ah, est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition d'une transaction? Allez, N'hésitez pas à courage. parler. Ouais, t'as dit que c'était une interro écrite. Vous Alors, parlez sous couvert de l'anonymat, c'est bon. Oui, de toute façon. Alors, interrogation, pas tout à fait. Il y a un synonyme. Alors, un enregistrement dans une table, pas tout à fait non plus. Alors, d'abord, le terme enregistrement n'est pas très approprié. On pourrait dire une écriture dans une table, éventuellement. Pas tout à fait non plus. Ah, donc ça commence bien. Hein. J'étais sûr séquence que Oui. Séquence d'instruction. Alors, séquence d'instruction, oui, mais c'est pas suffisant. Allez, ils doivent tous exécuter ou aucune. Voilà, non, une séquence d'instruction, de lecture ou de mise à jour. Voilà, ensemble d'opérations unitaires devant être effectuées en tout ou rien, et ça induit ce qu'on appelle la notion d'atomicité. Atomicité, ça veut dire que soit je fais tout, soit je fais rien, mais je ne peux pas rester dans une situation entre les deux. Alors, voici quelques petits exemples de transactions. L'update d'un produit va concerner sans doute plusieurs lignes, et donc c'est bien une transaction, parce que si je m'arrêtais en plein milieu de toutes les lignes, ce serait incohérent. Voici un autre exemple beaucoup plus classique qu'on trouve souvent. C'est je veux faire un virement de mon compte courant à mon compte épargne. Eh bien, je vais retirer 500 € et rajouter 500 € dans deux tables différentes. Voilà. Ce que j'allais te dire, j'ai toujours pas reçu ton dernier virement. Oui, c'est parce que tu m'as pas envoyé la facture. Attention. De la transaction. Ouais. Attention, une lecture est aussi une transaction. Alors ça, on peut le voir, hein, pour les gens qui seraient stupéfaits de se dire non, mais une lecture, c'est pas une transaction. Il suffit, par exemple, que vous fassiez une opération de type division par zéro, division qui serait valable que sur une seule ligne de l'ensemble des lignes que vous voulez voir. Eh bien, vous ne verrez aucune ligne. Hein, donc, c'est bien une transaction. Je vois toutes les lignes ou aucune. Hein. Et contrairement à une idée reçue, Trunket journalise les éléments, c'est-à-dire que c'est bien une transaction, mais la particularité, c'est qu'elle s'effectue plus vite, puisque on va minimiser les entrées de journal par le fait qu'on ne va pas journaliser ligne par ligne, mais par des granularités supérieures, notamment la page. Alors, pour résoudre le problème d'atomicité, ce sont Reuter et Gray qui ont inventé la notion de journal de transaction. Ce journal de transaction, il a été perfectionné par Bernstein et aujourd'hui, tous les GBD utilisent l'implémentation ARIES. Alors, vous pourrez aller voir sur Wiki qu'est-ce que c'est que ARIES, mais c'est tout le système de transaction que vous allez trouver dans RAG, dans SQL Server, dans Postgres, dans MariaDB, etc., etc., etc. Ça a été inventé à la fin des années 70 pour résoudre les problèmes de transaction. Donc, comment ça se passe? Le journal de transaction enregistre la demande et ce qu'on appelle les images avant, c'est-à-dire les données avant modification. Ensuite, les modifications sont faites en mémoire et si la transaction est confirmée, à ce moment-là, il y a marquage du journal pour la validation et c'est tout.
Si la transaction est annulée, les images avant des données remplacent en mémoire les données modifiées. C'est-à-dire que j'ai mis les images avant dans mon journal, j'ai modifié mes images en mémoire, je reprends les images avant et je les remets dans la mémoire, et c'est comme ça qu'on fait un rollback. Et bien entendu, on marque aussi le journal pour préciser qu'il y a une annulation. En fin de compte, toutes les opérations dans SGBD se terminent soit par un commit, soit par un rollback, quel que soit l'état du système. Ça veut dire que, en cas de PAM, il va y avoir reprise des transactions en cours avant de pouvoir donner la main aux utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous arrêtez SQL Server, par exemple, ou un autre système, mais c'est très visible sur SQL Server, et que vous êtes dans SSMS, et que vous le redémarrez, eh bien, si vous regardez la liste des bases de données, régulièrement, au tout début du redémarrage, vous allez voir que certaines bases de données ne sont pas accessibles et elles sont marquées en récupération, in recovery, le temps de rejouer les dernières transactions. Qu'est-ce que c'est que rejouer les dernières? Oui. Jeune homme, j'ai une petite question. Si je suis en recovery modèle simple, est-ce que tout ça, c'est marqué dans le journal de transaction? Alors, déjà, je m'étonne que quelqu'un qui bosse chez Microsoft et qui est spécialiste de SQL Server me pose une telle question, Julien. Mais tu sais pourquoi je la pose? Bon, alors oui, le journal de transaction est marqué de la même façon que ce soit en modèle simple, bulk logged ou full. La seule différence, c'est que, je parle pour SQL Server, c'est que en simple, certaines transactions ne contiennent pas toutes les informations de reproduction. Un petit exemple, ce sont les index. Quand on crée un index en mode simple, seule la commande create index est enregistrée dans le journal. Lorsque l'on utilise le mode bulk logged ou le mode full, l'intégralité des lignes de l'index sont mises dans le journal. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le mode bulk logged ou le mode full permettent d'aller plus vite pour la reprise. Il est évidemment plus rapide de relire des données que de les recalculer. Autrement dit, le mode de journalisation full ou bulk logged génère plus d'éléments dans le journal de transaction, mais ce qui permet d'aller plus vite en cas de récupération. C'est peut-être pour ça qu'on l'utilise pour la partie haute disponibilité. Effectivement, on ne peut pas utiliser un mode de journalisation simple ou bulk logged si on fait du log shipping ou si on fait de l'always on ou du mirroring. Donc, il faut effectivement passer en mode full, ce qui présente toujours des problèmes parce que les gens oublient parfois de faire des sauvegardes transactionnelles et oublient parfois de mettre le mode full, ou alors, comme je l'ai eu chez un client récemment, le journal est plein, il y a de l'always on, on va mettre le mode simple pour libérer le journal, ce qui évidemment n'a rien fait que de perdre le always on, donc on a été très content. Voilà, c'était très drôle. Alors, la transaction est un état de la session. Alors ça, c'est un petit peu, c'est des choses qui sont mal vues en général, mal expliquées, mais la transaction, c'est un état de la session. C'est-à-dire que soit je suis dans l'état transactionnel, ma session, elle a fait des choses, mais je n'ai pas encore validé. Et en fait, l'état de journalisation, de transactionnement de la session ne peut pas définir de sous-transaction. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir à la fois des transactions à l'intérieur de transactions. Donc, vous ne pouvez pas être évidemment atomique et subatomique. Donc, les transactions imbriquées, ce qu'on appelle les transactions imbriquées, c'est un leurre. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est très intéressant. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'ai dit c'est un leurre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les utiliser. Ça veut dire qu'il n'y a de toute façon jamais qu'une seule transaction. Mais comment sont gérées les différentes transactions dans une transaction imbriquée? Tout simplement, eh bien, on allonge, je dirais, la transaction globale ou on la diminue en fonction de ce qu'on veut faire, commit ou rollback. On va en reparler. Alors, il y a aussi la notion de transaction explicite et de transaction implicite. Si je prends l'exemple de SQL Server, lorsque vous lancez une requête, c'est une transaction implicite. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas, mais vous avez un begin et un commit ou un rollback qui est placé, l'un begin transaction avant
que la commande soit réellement lancée, et l'autre, commit ou rollback, va se produire. S'il n'y a pas d'erreur, c'est un commit. S'il y a une erreur, ce sera un rollback. Par contre, on peut définir évidemment des transactions explicites. Une transaction explicite, c'est une transaction qui va commencer par un begin transaction ou un begin work. La norme admet les deux commandes, begin transaction, begin work sont des synonymes, sont des équivalences. Et la finalisation d'une transaction doit être faite par un commit ou par un rollback. Lorsque l'on est en auto-commit, à ce moment-là, le begin peut être initié automatiquement. C'est par exemple le cas systématiquement dans Oracle. Dans Oracle, dès que vous vous connectez, vous avez un begin transaction. Tout ce que vous allez faire participe de la transaction et à la fin, lorsque vous voulez vous déconnecter, par exemple, Oracle va vous dire mais non, vous n'avez pas validé, vous n'avez pas rollbacké, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez un rollback ou est-ce que vous voulez un commit? Donc vous ne pourrez quitter votre session proprement que si vous initiez la commande commit et rollback. Donc les transactions implicites démarrent avec la connexion lorsqu'explicitement une transaction est terminée ou lorsqu'explicitement une transaction est terminée. C'est-à-dire que soit j'ai une transaction implicite qui démarre lorsque ma connexion démarre, soit lorsque je viens de terminer une transaction précédente dans ma session, à ce moment-là démarre une nouvelle transaction implicite. Et la plupart des SGBD acceptent la commande set autocommit on ou off, suivant que vous voulez des transactions auto-validées ou pas. Voilà, je vous ai mis un petit tableau du fonctionnement de l'autocommit, suivant que l'on est en démarrage ou en finalisation et que l'on a placé le mode d'autocommit sur on ou off. Donc, je vous avais parlé des transactions imbriquées et je vous ai dit que ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transaction imbriquée? L'exemple très classique, c'est quand vous avez des procédures stockées qui ont chacune leur propre transaction et que l'une appelle l'autre, puis la troisième, etc., etc. Eh bien, dans ce cas, les sous-transactions, qui n'existent pas, vont déplacer les frontières de la transaction. En fait, le premier begin transaction commence la transaction, tous les autres begin transactions sont ignorés, puisque l'état est déjà l'état de transaction explicite. En revanche, comment ça se termine? Eh bien, ça se termine par le premier rollback. Le premier rollback va annuler la transaction. Alors là, j'ai un petit problème, c'est que si j'ai plusieurs rollbacks en cascade derrière ce premier rollback, ça va partir en erreur, puisqu'il va me dire, mais je ne comprends pas, vous me forcez un rollback, mais je ne suis plus en transaction explicite. Donc, il va vous dire, vous me demandez un rollback, mais j'ai plus de transaction, je ne sais pas quoi faire. Bon. Donc, évidemment, il faut piloter tout ça de manière astucieuse. Il y a différentes techniques. Moi, je conseille en général de mettre toujours des blocs try-catch quand c'est ce genre de choses. Et alors, en ce qui concerne la validation, c'est toujours le dernier commit qui va valider la transaction. Par exemple, si j'ai eu 3 begin transactions, le premier commit ne fait rien, le second commit ne fait rien, et ce n'est que le troisième commit, en nombre équivalent au begin transaction, qui va valider l'état transactionnel global. Donc évidemment, ce pilotage des commandes commit rollback est extrêmement important. Il y a en général deux méthodes assez classiques. La première, c'est d'utiliser le compteur de transactions. La seconde, c'est d'utiliser des blocs try-catch et de reporter à chaque fois l'erreur précédente au niveau supérieur d'imbrication des transactions, des appels de routine. Bon, voilà aussi posé les principes transactionnels généraux. Il y aurait d'autres choses à dire sur les transactions, mais je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails. On pourrait parler, par exemple, des save points. On pourrait parler des transactions autonomes. Alors, deux choses sur le sujet. Save point, ça existe dans la norme. Ce n'est pas complètement idiot. Ce sont des transactions partielles. C'est-à-dire que on commence par faire une transaction, on fait un save point, on continue la transaction, on fait un save point, on continue la transaction, on fait un save point. Ah, tiens, si on annulait cette partie-là. Donc, en fait, on annule rétrogradement, ce qui fait qu'on conserve quand même une atomicité, mais jusqu'à un certain point. C'est possible en général quand on a des traitements lourds, complexes, de type batch. Ce n'est pas du tout le cas général. Le cas de la transaction autonome est un cas extrêmement vicieux, tout à fait propre à Oracle.
On peut le faire dans SQL Server, mais je n'indiquerai pas la recette pour faire des transactions autonomes parce qu'elle est particulièrement dégueulasse. Mais l'idée, c'est de dire qu'à l'intérieur d'une transaction, je peux faire en sorte qu'il y ait une autre transaction indépendante qui soit générée. Alors, quelle est la nécessité de cette chose? C'est parce que Oracle, malheureusement, c'est un vieux truc qui fonctionne de façon assez bizarre. Et donc, ils n'ont pas trouvé le moyen, par exemple, dans des triggers, de pouvoir mettre à jour la table visée par le trigger. Donc, ils utilisent la notion de transaction autonome pour faire ça, ce qui est quand même pas très, très joli. Bon, je ne veux pas trop en parler. Ce n'est pas vraiment des choses hyper importantes. Alors, la chose importante, évidemment, en matière de transaction, c'est de garantir que tout se passe bien vis-à-vis des utilisateurs concurrents. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'interférence de données entre des utilisateurs qui sont connectés à la base et qui font des manipulations de données. C'est pour ça qu'on a besoin de poser des verrous. Et attention, la pose de ces verrous, elle est évidemment faite aussi bien pour les écritures que pour les lectures. Donc les écritures, les lectures, il y a pose de verrou. Alors, quelles sont les interférences possibles? En fait, il existe une petite dizaine d'anomalies transactionnelles qui vont être combattues par des niveaux d'isolation. Ces anomalies transactionnelles peuvent nuire aux résultats. Elles vont rendre les résultats des requêtes incohérents. L'incohérence, c'est évidemment très problématique parce que ça va faire du surbooking, par exemple, si on prend les places d'avion. Ça va faire de la comptabilité fausse, etc., etc., etc. Bon. Alors, la norme SQL nous a donné 4 niveaux d'isolation. Le niveau 0, ce n'est pas d'isolation. Le niveau 1 s'appelle read committed. Le niveau 2 s'appelle repeatable read. Et le niveau 3 s'appelle serializable. Et en fait, la norme nous dit, au niveau 0, vous pouvez vous payer toutes les anomalies transactionnelles. Donc, toutes les données peuvent être incohérentes dans tous les sens. Et elle nous dit, au niveau 3, vous n'avez plus aucune anomalie d'aucune sorte. Et donc, vous êtes garanti. Alors, on pourrait dire, autant fonctionner au niveau 3 tout de suite. Comme ça, on n'est pas emmerdé. C'est un peu problématique. Parce que si on voulait vraiment faire ça, eh bien, ce serait plus une base de données relationnelle, ce serait un tableur partagé. Alors, je m'explique. Quelle que soit la technique que l'on va utiliser de verrouillage, quelque part, on aura de toute façon des anomalies transactionnelles. Et donc, elles sont plus ou moins bien résolues par les différentes techniques pessimistes ou optimistes. En serializable, vous avez la garantie que vous n'aurez pas d'anomalie transactionnelle, mais vous n'avez pas la garantie qu'il n'y ait pas de verrou mortel. C'est-à-dire que différentes transactions s'interfèrent au niveau des verrous. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est je te tiens, tu me tiens, pas la barbichette. Le premier des nous deux qui rira aura une tapette. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il faut que l'un des deux process abandonne totalement pour que l'autre puisse survivre et continuer à exister. C'est pour ça que si vous avez été confronté à un deadlock, vous avez dû avoir un message qui vous dit on a dû annuler la transaction à cause du fait qu'il y avait un deadlock. Donc vous avez perdu. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu la transaction, vous avez aussi perdu la connexion, puisque c'est un rollback forcé qui est initié par le moteur lui-même en tuant la session. Bon. C'est pour ça que j'ai pas eu mon virement. Exactement, voilà. Alors, je me permets, ça tue pas la session, ça envoie l'erreur 1205, mais la session est toujours en vie. Mais la transaction est rollbackée, en revanche. Non, ça tue bien la session. Bon, d'accord. Ça tue bien la session. Par contre, tu as énormément de logiciels qui se reconnectent de manière automatique. C'est le cas de SQL Server Management Studio, qui lui, quand il y a un rollback, reprend la transaction. En fait, je peux poser une question après? Oui. Vas-y. Quand il tue comme ça, quand il kill la transaction, c'est au hasard ou il y a un petit algo quand même malgré tout derrière? Alors, tu le sais très bien, Jean-Pierre. Pardon, Julien. Jean-Pierre, oui, mais on va changer. T'as fait appel à un ami. Il s'appelle Bill Gates. Oui. Bon, alors tu le sais très bien comment ça se passe. SQL Server est astucieux, puisque en fait, il tue automatiquement
la session qui a le moins d'opérations à faire pour faire son rollback. Tout ça pour des raisons de performance. Pour info, dans Postgres, c'est la session qui constate le deadlock qui est systématiquement qu'il est rollbacké. Ce qui n'est pas toujours très astucieux. Disons qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit astucieux, une chance sur deux pour que ce ne soit pas astucieux. Hein, donc, si tu es en concurrence avec un process system, Fred, le process system, il n'a pas une priorité supérieure? Alors, en règle générale, il n'y a pas de process system qui rentre en concurrence avec les applicatifs. Ça ne résulte que de problématiques de ressources. Notre ami Ariane Papillon a eu récemment, non pas du deadlock, mais des problèmes similaires. C'était très amusant. On a eu une erreur qu'on ne connaissait pas du tout, je crois, de tête avec la 845 ou 848. En fait, ils sont passés d'une machine physique à 64 gigas à une VM Azure avec 4 gigas. Bon, pour une base de données qui fait plusieurs terrains. Qu'est-ce qui s'est passé? Les process sont tous allés en fond de panier avec un joli message. Il n'y a pas assez de mémoire pour traiter vos données. Revoyez votre architecture physique. Donc, en fait, les process systems, si tu veux, ne vont pas rentrer en deadlock, mais vont aller systématiquement tuer l'utilisateur. Voilà, alors le moniteur je ne vais pas trop parler de l'utilisateur, mais le moniteur de deadlock, en règle générale, il va scruter le graphe de verrouillage toutes les 3 secondes, si mes souvenirs sont exacts. Toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes? Yes. Avant, je croyais que c'était 3. Oui. Non, c'est toujours 5. C'est pour ça qu'on met en général le block process report à 5, le block process threshold à 5 pour se coller un peu sur le deadlock monitor quand on trace les blocages. Ouais, je me souviens que c'était 3, mais bon, c'est pas hyper important. Alors, ces niveaux d'isolation sont très intéressants, mais il y a eu un vrai débat. Alors, je pourrais vous donner, je suis en train d'écrire un article, donc je vous donnerai les références. Il y a eu un vrai débat à un moment donné qui était intéressant, qui était que il serait bon de rajouter un niveau d'isolation complémentaire qui s'appellerait le niveau d'isolation snapshot. Okay, malheureusement, alors cet effet, ça a été initié par Microsoft sous l'égide de Phil Bernstein, qui avait travaillé sur le journal de transaction, mais la norme a dit non, le comité de normalisation a dit non, tout simplement parce que la norme SQL impose le verrouillage pessimiste et vous ne trouverez jamais aucune information sur le verrouillage optimiste dans la norme SQL. Autrement dit, l'option de la norme, c'est de dire on travaille toujours en live sur les données, on ne travaille jamais sur des copies, donc voilà. Alors, en parallèle, dans la conversation, il y a des gens qui me parlent d'un réglage spécifique à SQL Server, qui est la possibilité de donner une priorité de deadlock à la session dans laquelle je suis. Ce niveau de priorité va de -10 à 10 de tête, en passant par du 0, ou alors on pourrait le faire grossièrement avec du low, normal ou high, ce qui le place entre les deux valeurs -10, les deux valeurs -10 plus 10. Autrement dit, vous pouvez dire, oui, moi, je veux être victime absolument de tous les deadlocks, ou non, moi, je ne veux jamais être victime des deadlocks. Mais vous n'avez jamais aucune garantie que ce soit exactement ça qui se passe, à cause, justement, des process systems qui, eux, sont capables de tuer, sans faire de deadlock, ils sont capables de tuer parce qu'il y a des famines de ressources système, ce n'est pas des deadlocks, c'est des famines de ressources système qui vont empêcher l'exécution de certaines requêtes. Et je vous ai parlé du cas, en ce moment, qui est très rigolo, de mon ami Ariane Papillon. Je ne sais pas si Ariane a fait une session ce matin. Je crois qu'il n'a rien fait ce matin. Ça pas ça. Non, il n'était pas là. On ne l'a pas vu depuis longtemps. Non, mais il était avec Fred Roire. Autrefois, il était avec moi, mais bon, maintenant, il se fait vieux. Ce matin, il était avec toi. Ce matin, non, il n'était pas là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, parlons un petit peu des niveaux d'isolation. Les niveaux d'isolation par défaut, eh bien, vous pouvez voir, par exemple, Oracle, Microsoft, Postgres sont read committed. IBM DB2 a une petite différence, mais c'est l'équivalent de read committed. Oracle et MariaDB sont en repeatable read. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le read uncommitted? Lecture sale, lecture impropre, KO, no lock. C'est la même chose. Alors, le no lock, c'est souvent. Tiens, qui est-ce qui pourrait me dire
ce que signifie no lock. No lock, c'est ce que j'arrête pas de voir chez les clients. Pardon, Jean-Yves ? Non, je dis que ça ne tient pas compte du verrouillage en cours. Le no lock, Voilà. c'est le niveau read uncommitted avant que la norme SQL ne décide de le nommer autrement. Et Voilà. puis, Alors, et en puis fait, on croit qu'on fait pas de lock, mais en fait, on en fait quand même. et oui, On alors, autorise la lecture sale. c'est un cas, enfin, le no lock, c'est un terme qui est mal approprié parce qu'il ne signifie pas que la session ne fait pas de verrou, il signifie que la session ignore les verrous des autres. Et souvent, les développeurs croient qu'en mettant du no lock, ils vont éviter les verrous. Alors, j'ai un cas intéressant à vous donner. Par exemple, si vous faites du chiffrement, vous verrez que le niveau d'isolation no lock est strictement ignoré. Donc voilà, c'est pas. Et alors, le problème du no lock, c'est qu'il donne des résultats qui peuvent être parfaitement incohérents. Je vous montrerai tout à l'heure un petit exemple de cette incohérence avec le no lock. C'est assez rigolo. Je vais continuer sur les autres niveaux d'anomalies transactionnelles, mais la lecture non répétable, c'est le fait que si dans une transaction, je suis en train de relire plusieurs fois la même table, eh bien, je peux arriver à ne pas avoir les mêmes informations. Et ça, c'est extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant pour une bonne et simple raison. C'est que si vous avez, par exemple, de la comptabilité et que vous êtes obligé de relire plusieurs fois les mêmes infos pour différentes requêtes, eh bien, entre-temps, quelqu'un peut avoir mis à jour certaines lignes et donc, dans ce cas-là, vos lectures que vous allez faire pour comptabilité ne vont pas conduire au même résultat. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une incohérence in fine dans votre traitement. Je vais vous montrer de toute façon ces différentes problématiques d'isolation de transactions. Okay, la dernière anomalie, qui est l'anomalie recensée, c'est une anomalie qui s'appelle l'anomalie d'apparition de lecture fantôme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une apparition de lecture fantôme? Eh bien, c'est tout simplement le fait que je suis en train de faire un traitement, je dois à nouveau relire un certain nombre de lignes, ok, et une transaction concurrente rajoute une ligne qui est qualifiée par rapport à mon critère. Par exemple, je suis en train de compter le nombre de pièces de boucherie et j'ai compté les côtelettes, je n'ai pas terminé le comptage des côtelettes et un autre utilisateur rajoute une côtelette. Et bien là, j'ai apparition d'une ligne fantôme qui fait que lorsque je vais requêter une deuxième fois, je vais avoir une ligne supplémentaire. Toutes ces anomalies transactionnelles peuvent être évitées en fonction du niveau d'isolation et des verrous qui sont posés. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais d'abord vous présenter les différentes anomalies avec des petits scénarios. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit extrait des problématiques qui va se passer au niveau de ces anomalies. Alors, allons-y. Et je vous parlerai après de l'anomalie transactionnelle de la perte de mise à jour, qui est une anomalie complémentaire. Allez, c'est parti. Je vais mettre un peu plus gros, je vais mettre en 200. Ça ira bien. Alors, je crée une base de données que je vais appeler DB Isolation Level. OK, très bien. Dans cette base de données, je vais mettre des lignes. Voilà les lignes que je mets. Je crée une table, je mets des lignes dedans. Une table très simple, hein, parce qu'il n'y a que 3 lignes. OK. Une première ligne avec la valeur 1, une seconde ligne avec la valeur 2, une troisième ligne avec la valeur 3. OK, très bien. Dans une première fenêtre, je vais faire une transaction et dans une seconde fenêtre, je vais en faire une autre pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je commence toujours par la première fenêtre. OK, j'attends 5 secondes et je vais lancer la seconde fenêtre juste après. Donc voilà, 4, 5 secondes, c'est parti.
Bien, que fais-je dans cette première requête? Regardez. Je me mets en read uncommitted, c'est-à-dire en lecture sale, je démarre une transaction, je déclare une variable totale, je fais le total, somme de 1, 2, 3, ça fait 6. Ok, bravo. J'attends 20 secondes, je refais le total moins le total, ok, et regardez ce qui se passe. Ici, j'ai moins 3. J'aurais dû le mettre en texte, on verrait mieux que c'est moins 3. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé entre-temps qu'une transaction a fait une mise à jour et cette transaction, elle a été annulée. Autrement dit, je n'aurais jamais dû voir cette chose, mais comme je suis en read uncommitted, j'ai malheureusement vu quelque chose qui est incohérent pour moi, puisque normalement, 6 moins 6, ça fait 0. Alors qu'à cela ne tienne, on va passer en read committed pour éviter cette anomalie de lecture sale. Je recrée ma base de données à l'identique. Évidemment, ça ne marche pas. Ça, c'est souvent que ça m'embête, tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas marcher, cette pauvre fille? Celle-là, elle est bien en master. Celle-là, elle est bien en master. Bon, voilà. C'est un grand classique avec moi. Donc, on va faire un truc... voilà. Il existe un objet ISO. Tagadagada, c'est pas grave. Ah oui, oui, bah oui. Ouais, je sais pas pourquoi il veut faire ça. On va la virer à la main. Comme ça... Où est-ce qu'elle est, ma base de données DB IsoLevel? Elle est là. OK, supprimer. OK, fermer les connexions existantes, comme ça je suis tranquille. OK, allez, je la recrée. C'est parti, mon kiki. Donc je reprends. Je recommence, fenêtre 1, read committed. OK, j'attends mes 5 secondes. Je me mets ici à lancer la deuxième transaction. Que va-t-il se passer? La transaction fait un rollback et lui, il veut lire des données validées. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est de regarder quel est le temps que va mettre le système. Vous voyez, j'avais mis un wait for delay de 20 secondes, mais on est très au-delà des 20 secondes, on est à 26 secondes. Et on a la bonne valeur. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, lors de cette deuxième requête, cette session a dû attendre que se termine cette transaction-là. J'avais un décalage d'environ 5 secondes, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il restait 5 à 6 secondes de temps. Voilà pourquoi ma transaction principale a mis 26 secondes et a donné la bonne information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été bloquée par la seconde session. OK? Allez, on va à nouveau détruire la base de données en espérant que ça va se passer du premier coup. C'est formidable. Là, ça marche pour une fois. OK, bien. Et là, je vais faire non pas un rollback, mais un commit. Évidemment, si je mets les deux, ça ne marche pas. Voilà. Je vais faire un commit transaction ici. Allez, je lance. OK. J'attends les 5 secondes pour lancer la deuxième. 3, 4, 5. C'est parti. Que va-t-il se passer? Eh bien, pareillement, cette transaction va attendre la fin, la libération des verrous. Et donc, je vais me payer un temps de 26 secondes. OK. Mais vais-je avoir 0, mon résultat attendu? Eh bien non. Tout simplement parce que cette transaction a bien mis à jour des lignes. Or, moi, je voulais que j'ai toujours les mêmes informations. Et donc, c'est une anomalie de lecture non répétable. Je lis 2 fois les données, mais je n'ai pas les mêmes informations. Qu'à cela ne tienne, je vais passer en repeatable read. Repeatable read me permet de dire, attends, je veux absolument lire les données stables. Je ne veux pas que des gens mettent à jour les données pendant ce temps-là. Évidemment, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans ce 3e épisode. Je reconstitue ma base de données. OK. Bien, allez, je démarre cette transaction. J'attends toujours mes 5 secondes pour démarrer l'autre transaction concurrente.
Voilà, c'est parti mon kiki. La question qui va être là, c'est de se demander combien de temps ça va mettre pour produire le résultat. Nous sommes à 15 secondes. 17, 18, 19, 20. Et j'ai mon résultat. Formidable, regardez. J'ai eu mon résultat très rapidement, en 20 secondes. C'est parfait, le résultat est bon. J'ai lu toujours le même jeu de données. Et vous avez remarqué, de l'autre côté, on est à 26 secondes, 27, 28. En fait, c'est cette transaction-là qui a été bloquée par le fait que j'exige que mes lignes soient stables. Eh bien, regardez, 34 secondes. Oui, c'est le décalage de 15 secondes quelque part, qui sont les 15 secondes résiduelles. OK. Bien. Est-il possible d'avoir encore une problématique à ce niveau-là? Eh bien oui, regardez, si au lieu de faire un update ici, je fais un insert, que va-t-il se passer? Allez, je détruis à nouveau ma base. OK, je la reconstruis. OK. Je démarre ici la transaction. Ici, je démarre ma transaction avec 5 secondes de décalage. OK, c'est parti mon kiki. Eh bien, que va-t-il se passer? Ici, je suis en repeatable read. Ça veut dire que les lignes que je lis au départ sont bloquées. Mais je ne peux pas bloquer une ligne qui n'existe pas encore ici. Donc, que va-t-il se passer? Cette nouvelle ligne va apparaître dans ce jeu de résultats. Et regardez, j'ai à nouveau la valeur -3 qui n'est pas la valeur désirée. Donc, il faut que je passe maintenant au niveau serializable. Et au niveau serializable, je vais avoir la garantie que je n'ai plus cette problématique. Alors, ce que vous devez vous rendre compte, c'est quel est le verrouillage qu'il y a derrière. Bon, on va dire la chose suivante. Je lance en parallèle. Voilà, j'attends mes 5 secondes. C'est très simple. En version no lock, read uncommitted, pas de souci, on s'en fout du verrouillage. En version read committed, je verrouille juste pour la commande SQL que je fais. En version repeatable read, je verrouille les lignes dès que je les lis et je maintiens le verrou jusqu'à la fin de la transaction. Et enfin, en version serializable, vous voyez que j'ai le bon résultat en 20 secondes, ici. En version serializable, c'est bien pire, c'est-à-dire que je suis obligé de verrouiller toute la table. Je suis obligé de verrouiller toute la table, puisque je n'ai pas de critère where. Si j'avais un critère where, ce serait toutes les lignes qui peuvent avoir ce critère, qui l'ont ou qui peuvent l'avoir. Bien. Vous avez vu que là, j'ai mis 32 secondes aussi. On voit que plus on progresse dans l'évitement des anomalies transactionnelles, plus on verrouille. Et c'est bien ça le problème. Et là, nous sommes en verrouillage pessimiste. En verrouillage optimiste, je ne vais pas du tout avoir le même comportement. Alors, on va s'amuser à mettre le verrouillage optimiste pour voir ce qui se passe. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va rajouter une commande. Tout simplement, au niveau du create database, on va faire un alter database, set allo snapshot isolation on. Alter database, on va mettre current. Set allo snapshot isolation on. Je ne suis pas encore dans DB isolevel, je vais m'y mettre. Elle n'a pas encore été créée. Create. Use DB isolation level. Voilà. Je la mets. OK. Vous vous souvenez, ici, j'ai mis 20 secondes pour lire. Ici, j'ai mis 32 secondes pour faire cette manœuvre. Que va-t-il se passer maintenant si je passe au niveau snapshot? Allez, c'est parti, mon kiki. Je lance cette transaction. J'attends les 5 secondes. 3, 4, 5, c'est parti. Et regardez la magie du verrouillage optimiste, que le snapshot, c'est le verrouillage optimiste. Eh bien, au bout de mes 20 secondes, je vais avoir le résultat de ma première transaction. OK, voilà, c'est fini. Et de l'autre côté, eh bien, c'est la même chose. Au bout de 20 secondes, j'ai le résultat de
ma transaction. Autrement dit, personne n'a été bloqué. Alors, je vais vous montrer une dernière chose. Regardez ce que je vais faire. Bon, je vais même faire l'inverse, ce sera beaucoup plus drôle. Allez, je reconstruis ma base. Créer database. OK. Je fais le useDB level. OK. Je fais ça. OK. Je crée le reste, tout va bien. Je lance ma première requête. OK. J'attends mes 5 secondes pour lancer la deuxième. C'est parti. Regardez ce qui va se passer. Je vais vous expliquer après ce qui va se passer. La transaction, alors j'adore le message parce qu'il est absolument unbeatable. Imbitable, ça veut dire que les bits ne rentrent pas dans les 0 ou les 1, bien entendu. Voici le joyeux. Voilà. Il y en a une tonne. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? La transaction d'isolement d'instantané a été abandonnée en raison de conflit mise à jour. Vous ne pouvez pas utiliser l'isolement d'instantané pour accéder à la table TBT ISO directement du un charabia absolument débile. Il aurait simplement fallu dire la chose suivante. La mise à jour n'a pas été possible puisque les lignes originales n'ont pas été retrouvées. Eh bien oui, je ne peux pas mettre à jour, reporter la mise à jour que j'ai fait dans ma copie, puisque ça travaille dans une copie, le verrouillage optimiste travaille dans une copie. Je ne peux pas reporter les données que j'ai mis à jour dans ma copie dans la vraie base, puisque entre-temps, quelqu'un a modifié les lignes originales. Voilà ce qu'ils auraient dû mettre, mais ils ont mis un charabia qui est absolument incompréhensible. Je vous avoue que je trouve ça monstrueux. Alors voilà, vous venez de tomber sur une nouvelle anomalie qui s'appelle l'anomalie de perte de mise à jour et qui n'est valable que si vous êtes en verrouillage optimiste. Autrement dit, je ne vous avais pas tout dit. Comment elle se produit? On a vu. J'ai 2 mises à jour concurrentes faites sur 2 copies différentes. Évidemment, c'est plus possible de mettre à jour l'une des deux. Voici un résumé, je vous ai mis un résumé des anomalies transactionnelles. Je vous donnerai bien évidemment les slides de ce truc-là, ce sera mis dans Datafrog, il n'y a pas de souci. Et voilà comment on peut un peu comprendre les différents niveaux d'isolation. Read uncommitted, recommitted, et soit repeatable read, soit snapshot. Voilà, et le dernier, serializable, qui évite absolument toutes les anomalies. OK? Alors maintenant, quels sont les verrous qui sont posés? Comment c'est fait à l'intérieur? Pour le verrouillage pessimiste, on va travailler en live sur les données. On va utiliser des verrous pour gérer la concurrence. Et en optimiste, on va travailler sur une copie des données estampillées. Donc, je vous parlais de ce que c'est que ces estampilles. Et on va déverser les modifications de la copie dans la base en fin de transaction. Je viens de voir que j'ai plein de corrections à faire orthographiques dans mes slides, mais ce n'est pas très grave dans l'immédiat. Le verrou pessimiste pose 2 verrous au démarrage de la transaction. Pour les lectures, ce sont des verrous partagés. Les utilisateurs concurrents peuvent en placer d'autres sur les mêmes données. Autrement dit, on a des superpositions de verrous possibles tant qu'on est en lecture. Et pour les écritures, les verrous sont exclusifs. Donc, je ne peux avoir aucun autre verrou qui est concurrent, qui est posé. Quelles sont les principales caractéristiques des verrous? La granularité, l'étendue et le mode. Il y a aussi une composante temporelle, la durée, évidemment. La granularité, ça peut être la ligne, la page, la partition, la table. Vous verrez que dans SQL Server, il y a des petits trucs supplémentaires qui ne sont pas importants à comprendre, tels que HOBT. HOBT, c'est, on va dire, la table. L'étendue, donc le nombre de lignes, le nombre de pages, le nombre de partitions. Le mode, est-ce que c'est un verrou partagé ou un verrou exclusif? Et une des particularités de SQL Server, c'est de permettre de faire de l'escalade de verrous. Escalade de verrous, ça consiste à changer la granularité du verrouillage. C'est-à-dire que je peux passer d'un verrou de ligne à un verrou de partition quand je commence à avoir trop de verrous de ligne. Tout cela pour économiser des ressources. Chaque verrou coûte. Donc, si je commence à avoir 25 000 verrous de ligne, il vaut mieux que je passe à un niveau de verrouillage supérieur. Il y a d'ailleurs des compteurs dans les utilisations d'index. Vous verrez qu'il y a des compteurs qui vous permettent de voir s'il y a eu une escalade de verrous.
Alors, les verrous pessimistes, ils induisent des blocages. C'est comme les feux verts et les feux rouges au carrefour. De temps en temps, ça passe au rouge, de temps en temps, ça passe au vert. Vous êtes obligé d'attendre. Évidemment, ce qui est problématique avec les blocages, c'est les attentes longues. Et les attentes longues peuvent provoquer de la contention. Ça s'appelle des embouteillages. Les feux, ça ne génère pas d'embouteillage. Mais les feux, quand il y a beaucoup de voitures, beaucoup de feux, etc., oui, ça va provoquer des embouteillages, de la contention. Donc, les lectures doivent attendre la libération des verrous exclusifs. Les demandes sont sérialisées, c'est-à-dire que chaque transaction arrive et mise en file d'attente. Dès que possible, la transaction qui demande des verrous va pouvoir se poser. Si par exemple, vous avez beaucoup de lectures à un moment donné et vous avez des demandes de transactions en écriture, cette demande-là va être stoppée puisqu'elle ne peut pas, par exemple, se faire. Et derrière, j'ai peut-être des lectures. Mais les lectures aussi vont devoir attendre que la transaction qui est en tête de la file puisse passer. On ne va pas faire passer devant les voitures qui sont derrière. Mais il y a un avantage du verrouillage pessimiste, c'est la garantie de bonne fin. C'est-à-dire que si vous prenez tous les verrous pessimistes, au départ, vous avez l'absolue garantie que vous arriverez à faire tout votre traitement. Alors, je vais vous donner quand même deux petites contradictions. C'est très difficile de prévoir tous les verrous au départ, parce que souvent, on va faire des traitements qui vont avoir des conditions if, qui vont faire du curseur. Donc, un curseur, ça va verrouiller de plus en plus, etc., etc. Donc, ça, c'est très problématique. Si d'ailleurs, j'avais un conseil à vous donner, faites toutes vos transactions dans des procédures stockées, jamais, jamais dans vos applicatifs pour toutes ces raisons-là, les attentes, la durée, la mise en file d'attente, etc., etc. Donc, il faut absolument éviter de faire des transactions côté applicatif. Bon, et alors, les verrous pessimistes, ils ont des verrous complémentaires qui s'appellent des verrous intent. Ce sont des verrous indicatifs qui permettent d'indiquer à tous les étages supérieurs la partition à la table, la page, la partition à la table, afin de dire qu'un étage inférieur est actuellement verrouillé. Oui, parce que imaginez la situation suivante. J'ai une requête qui arrive qui a verrouillé 3 lignes. OK, en exclusif. Une deuxième requête arrive, elle doit faire un traitement global sur la table. Par exemple, elle veut mettre tous les noms en majuscules. Si elle regarde s'il y a un verrou de la table, elle ne verra pas qu'il y a de verrou de table, parce qu'il y a des verrous de ligne. Donc, elle pourrait dire, allons-y, franchement, je peux faire mon boulot. Mais non, elle ne peut pas, puisque certaines lignes sont actuellement verrouillées. Donc, pour cela, lorsque l'on pose des verrous au niveau de la ligne, on pose des verrous d'intention au niveau de la page, au niveau de la partition, au niveau de la table, pour indiquer qu'il y a un verrou quelque part au niveau inférieur qui empêcherait la prise d'un verrou de niveau supérieur. Alors, passons au verrou pessimiste. En fait, dans les verrous pessimistes, il n'y a pas de verrou. C'est ça le truc rigolo, c'est qu'on parle souvent de verrouillage pessimiste. Pardon, optimiste. Je dis des bêtises. Verrouillage optimiste. Il n'y a pas de verrou, en fait. On copie les lignes. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que la granularité est toujours de niveau ligne. Il n'y a pas de granularité de verrouillage au niveau page, au niveau partition, au niveau table, etc. C'est que des lignes, que du verrouillage de ligne. Alors, ça a un avantage, ça simplifie la gestion du verrouillage. Ça a un inconvénient, c'est le nombre de verrous de ligne. Donc là, ça peut être vraiment très important. Et alors, on va copier ces lignes dans un espace collatéral. Alors, j'ai mis copie entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et puis, on rajoute à ces copies une estampille qui est un euro d'attache qui est ajouté à chacune des lignes. Toutes les lignes qui sont copiées pour une transaction vont avoir la même estampille. La plupart du temps, ce n'est pas du tout un euro d'attache, mais c'est un numéro séquentiel de traitement dans le temps qui comporte souvent des indications supplémentaires. Par exemple, dans SQL Server, vous avez le numéro de la base de données qui est ajouté à l'estampille d'euro d'attache. Et on va travailler dans la copie. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des verrous optimistes en cas de lecture? Une fois qu'on a lu dans la copie, qu'est-ce qu'on fait? On la jette. On la met à la poubelle. Donc, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe en cas d'écriture? J'ai fait des écritures sur ma copie et maintenant, je fais un commit pour reporter les écritures de ma copie dans la vraie base de données. Deux solutions. Soit les estampilles de départ sont les mêmes que celles que j'ai capturées et donc je peux faire ma mise à jour. Sinon, ça voudrait dire que les estampilles n'étant pas les mêmes, quelqu'un a modifié les lignes, par exemple, quelqu'un a rajouté des lignes, supprimé ou updaté des lignes.
Si je dois faire un update sur une ligne qui n'existe pas, je peux pas, c'est pas possible. Donc, dès qu'il y a une différence d'estampille entre les lignes que j'ai capturées et l'application des modifications que j'ai faites dans ma copie sur la vraie base, je ne peux pas appliquer la mise à jour. Et donc, toutes les modifications que j'ai faites sont immédiatement annulées. C'est ce qu'on appelle un rollback forcé. Autrement dit, en mode de verrouillage optimiste, vous pouvez avoir, dans certains cas, un forçage du rollback. Quels sont les avantages? Il y a peu de blocage. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour des bases de données qui ont énormément de transactions et qui sont souvent bloquées par des très grosses lectures. L'exemple typique, c'est quand on mélange la BI et le transactionnel pur. Il y a quand même des inconvénients. Pas de garantie de bonne fin. Là, si j'ai ma copie ma base qui a évolué alors que la copie veut reporter des informations, c'est pas possible. Les ressources nécessaires, oui, c'est pas gratuit les copies. Donc il y a une problématique, c'est la génération des copies. Ça prend du temps. Il y a une deuxième chose, c'est le nettoyage des copies. Une fois que j'ai utilisé les copies, il faut que je les nettoie. Donc il me faut un ramasse-miettes. Donc voici quels sont les avantages. L'avantage considérable, c'est peu de blocage, et c'est un avantage considérable. Dans beaucoup de bases de données, c'est vraiment intéressant. L'inconvénient, pas de garantie de bonne fin, ressources nécessaires pour la copie, ramasse-miettes. Et c'est là qu'on va s'intéresser à comment ça se passe dans les différents systèmes de bases de données. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que Postgres, c'est vraiment le truc le plus catastrophique qui soit, à tel point que les gens de Carnegie Mellon qui travaillent beaucoup sur Postgres pour en améliorer les trucs ont considéré que c'était vraiment le point noir le plus dramatique de Postgres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les copies sont générées à l'intérieur des pages des tables. Ça veut dire que dans une page de table, vous êtes censé avoir les lignes, vous avez plusieurs fois la même ligne avec des versions différentes. La version 1, la version 2, la version 3, la version 4, la version 5, etc. Quels sont les inconvénients de cette méthode? Encombrement du cache. C'est-à-dire que souvent, j'ai des pages qui contiennent 3 fois plus de volume que nécessaire. Si j'ai 3 fois plus de volume, j'ai 3 fois moins de mise en cache. Donc ça, c'est vraiment problématique. C'est ce que dans Postgres, on appelle le bloat, gonflement, un gonflement des pages. Bloat, c'est pas de la fragmentation, littéralement, c'est pas de la fragmentation. La fragmentation, c'est quand vous avez des trous à l'intérieur des pages. Dans Postgres, c'est pas réellement de la fragmentation, c'est du bloat, c'est-à-dire le gonflement des pages. Et puis, vous avez un autre problème, c'est que le ramasse-miettes, il est bloquant. Oui, pourquoi il est bloquant dans Postgres? Tout simplement parce que pour réorganiser une page, il faut que je la compacte. Donc, il faut que je déplace, je retire les versions et je déplace les lignes live, les bonnes lignes, les toutes dernières versions, je les recompacte. Donc, il faut que je prenne toute la table et que je fasse un ménage qui est absolument gigantesque. Eh bien, ça conduit, si on le fait en pleine exploit, ça conduit à de nombreux deadlocks et c'est souvent absolument infaisable. C'est une catastrophe en termes de maintenance. Que fait Oracle? Alors Oracle, ils ont été assez astucieux. C'est les premiers à avoir fait du verrouillage optimiste. Ils ne font pas de copie. Comment ils font? Eh bien, ils récupèrent les données anciennes dans le journal de transaction. Oui, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il fait le journal de transaction? Il a les transactions passées. Si vous connaissez SQL Server mieux qu'Oracle, c'est exactement la même structure de journal de transaction. Donc, effectivement, les données précédentes sont dans le journal de transaction. Bien. Qu'est-ce qu'on fait dans Oracle? On va rechercher les anciennes données là-dedans. On va les lire. Okay. Bon. Il y a un petit inconvénient, c'est la complexité de lecture. Oui, le journal de transaction, ce n'est pas des lignes linéaires. C'est des portions de lignes à droite à gauche. Donc, il faut que je prenne la portion de ligne du journal de transaction qui a été modifiée, la remettre avec la vraie ligne, etc. Donc, là, il y a une complexité de lecture. Mais l'avantage, c'est que je n'ai pas réellement de ressources de copie. Mais il y a un gros inconvénient, c'est l'impossibilité si le journal de transaction a été archivé. Alors, on appelle les archives logs les portions du journal de transaction qui sont archivées. Ça correspond grosso modo aux sauvegardes transactionnelles de SQL Server. Oui, c'est plus dans le journal, c'est un fichier à part qui possiblement a été mis sur un autre serveur, un autre système de stockage, etc. Donc, je ne peux pas retrouver les choses. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un joli un joli message d'erreur dans Oracle qui s'appelle snapshot to hold. Le snapshot est trop vieux, donc je peux pas terminer ta transaction. Gros inconvénient. Bien. Comment c'est fait dans SQL Server?
Dans SQL Server, on va copier les données dans ce qu'on appelle le magasin de requêtes qui est situé dans la base système TempDB. Alors, la base système TempDB, c'est une base magique parce qu'elle est spécialement organisée pour toutes les données volatiles. Les données, les tables temporaires, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en temporaire. On peut même faire des clés de chiffrement temporaires, mais bon, faire tout un tas de choses. Eh bien oui, dès que j'ai des choses qui doivent être utilisées de manière temporaire, c'est la TempDB. La TempDB a un comportement très particulier qui est optimisé pour les éléments temporaires et c'est pour ça que c'est assez intéressant de l'utiliser pour ce cas de figure. Mais alors l'inconvénient, évidemment, c'est la grosseur de la TempDB. On a eu quelques surprises avec certains clients où on est passé en optimiste et on a vu la TempDB devenir plus grosse que la base de données d'exploitation. Je me souviens notamment pour un logiciel qui s'appelle Hardis Reflex, où on avait une base de données qui faisait, je crois, dans les 500-600 gigas, la base de données d'exploitation, et la TempDB faisait 1 Tera au bout de 2-3 jours. Là, c'est un gros inconvénient parce qu'il faisait des transactions énormes qui duraient plusieurs minutes, plusieurs heures, etc. etc. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution parfaite en manière de verrouillage optimiste. OK. Et alors, il y a un dernier paradoxe, c'est que le verrouillage optimiste induit du verrouillage pessimiste. Ah, ben oui, ça c'est peu connu, mais quand vous avez une table qui a des clés étrangères, qui est mise à jour, il faudrait que les tables de référence soient aussi verrouillées. Parce que si les tables de référence ont des lignes qui sont supprimées ou des lignes qui sont modifiées et que je perds la référence, je suis dans la mouise. Donc, vous vous rendez compte qu'il faudrait que je copie aussi les données des tables de référence pour garantir que ce soit optimiste partout. Vous vous rendez bien compte que ça devient absolument hallucinant parce qu'il faudrait copier presque toute la base. Donc, évidemment, en verrouillage optimiste, les tables de référence sont verrouillées en mode pessimiste. Et voilà, j'en ai terminé. Merci. Des petites questions? Alors, on m'a fait part effectivement d'une chose, je ne suis pas rentré dans tous les détails, hein, mais le version store, c'est-à-dire le magasin de lignes de SQL Server, ne peut pas se vider s'il reste que des transactions ouvertes dans la base. Alors oui, c'est vrai, mais ça, ce n'est pas très grave, parce que en règle générale, on arrive toujours à avoir un moment où il n'y a pas de transaction, voire à intercepter un moment pour pouvoir passer entre les deux. Oui, sauf que ça pose un problème quand les gens utilisent des clients Python, par exemple, qui sont en implicite transaction, c'est-à-dire qui ne sont pas en auto-commit, qui se connectent, qui font un select, qui ouvrent une transaction qui ne fait rien et qui ne ferment jamais leur session. C'est des choses qui peuvent arriver. Et ça peut arriver sur les secondaires en Always On, notamment. Oui, les secondaires en Always On, ça pose un problème des fois. Oui. Parce que là, on fait souvent des transactions qui sont assez monstrueuses, notamment pour faire de la BI, des choses comme ça. Alors, Bruno disait « Et le in-memory ». Bon, le in-memory, lui, il est quasiment toujours en verrouillage optimiste, puisqu'il travaille uniquement par version de ligne. D'autres petites questions? Alors, SP configure Lox, oui. Alors, oui et non. C'est vrai que c'est pas très conseillé de modifier ça. Il y a une autre chose aussi qui est peu connue, c'est le fait que vous pouvez imposer des verrous de ligne ou plus exactement interdire des verrous de ligne ou interdire des verrous de page, index par index, donc aussi table par table. Ça, c'est possible pour forcer la granularité de départ. Voilà un petit peu les choses. D'autres questions? Sinon, je vais laisser Clément travailler parce que lui, il a une session intéressante à faire. Moi, c'était juste pour rigoler, ma session. Non, tout est fini. Tu es le dernier. C'est la fin de la journée. Ah, je suis le dernier? Oh, bah alors. Yes. Je pensais que Clément voulait causer dans le poste. Ah oui, on Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Clément? Pardon? On t'attendait ce matin. Moi? On m'attendait ce matin? Ouais. Ah bon? Oui, alors j'espère que tu n'es pas trop crevé. Hein. Je tiens à me réexcuser, mais en fait, ce matin, j'étais à Toulon parce que j'ai ce soir un anniversaire à fêter. Je suis allé chercher un cadeau et j'y suis allé à moto et j'ai crevé avec la moto. Et donc, comme il n'y a pas de route de secours, comme il n'y a pas de route de secours sur une moto, ça a été un peu compliqué. Bon, voilà. À l'avant ou à l'arrière? Yes, bah merci beaucoup. À l'arrière. J'ai un pneu qui est quasi lisse et que je dois changer vendredi.
Ah, je voudrais préciser un truc aussi, éventuellement, pour les gens. Ouais, pardon, oui. Oui, Audi, dis-moi. Non, je voudrais préciser un truc pour les gens qui nous écoutent, hein, comme on dit. Tu parles de verrouillage optimiste et tu as parlé de la séquence dans les versions quand tu fais des modifications. C'est-à-dire que tu n'as pas de garantie de fin que tout va pouvoir s'exécuter. Alors, ce qu'il faut comprendre, si les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une différence entre l'isolation snapshot pure et le RCSI, qui est le Read Committed Snapshot. En Read Committed Snapshot qu'on met au niveau de la base de données, il n'y a pas ce phénomène. On ne l'a qu'en isolation snapshot. En Read Committed Snapshot, lorsqu'on essaye de faire 2 modifications dans les mêmes ressources, on est sur du verrouillage pessimiste dans ce cas-là. On est sur du verrouillage optimiste que lorsqu'on essaye de faire des lectures. C'est juste une précision. Yes, my dear. Mais je parlais en règle générale. C'est pour ça que je ne voulais pas non plus. Ouais, c'est juste parce que c'est un aspect important de la compréhension du truc, parce que beaucoup de gens font du RCSI finalement. Oui, c'est tout à fait vrai. Voilà.